Voilà, j'accueille donc le deuxième candidat dans cette émission, Jean-Marie Le Pen, puisque la loi nous fait obligation d'accorder le même temps de parole à l'ensemble des candidats, ce que nous faisons sur les antennes de TV5. On vient de vous voir en banlieue, en région parisienne. C'était quoi? C'est un défi à Nicolas Sarkozy? Non, c'est une visite aux banlieues, c'est un geste politique de grande dimension, puisqu'on sait que les banlieues posent un grand problème au pays, et que les gouvernements de droite et de gauche successifs ne l'ont pas réglé, même pas M. Sarkozy, qui s'en était pourtant targué. Et donc j'ai voulu faire une visite pour montrer l'intérêt que je portais à ces populations, dont je rappelle quand même qu'elles sont à 95,5%, 99,5% composées d'honnêtes gens qui souffrent de la situation qui est la leur, à la fois sur le plan social, sur le plan du logement, sur le plan de la surpopulation, et sur le plan de l'insécurité. Je ne les confonds pas avec les petites bandes qui, de temps en temps, font trembler le bourgeois. Bon, alors quelques questions dont je le disais à 12 jours maintenant du premier tour. Pour vous, c'est clair, vous serez comme en 2002 au deuxième tour? Écoutez, ça ne peut être qu'un vœu, puisque ce n'est pas moi qui le décide, oui. Ce sont les électeurs français. Enfin, vous le répétez constamment. Oui, je pense. Quand on me pose la question, pensez-vous que vous serez au deuxième tour? Je dis oui, je pense que je serai au deuxième tour, parce qu'un certain faisceau de preuves, si vous voulez, me font penser cela. Alors, vous êtes à votre 7e campagne. Vous n'avez pas été 7 fois candidat, mais 7e campagne. 2007, c'est plus difficile, c'est plus long. Qu'est-ce que vous diriez? Moi, je fais toujours des campagnes longues. C'est-à-dire que, comme j'ai des petites jambes, je pars de loin, je suis plutôt un coureur de fond qu'un coureur de vitesse, encore que j'ai une pointe dans le dernier tour d'habitude. Mais je suis parti il y a un an, conformément à la loi qui rembourse les frais à partir de cette date-là. J'ai parcouru un petit peu la France et je me suis réservé plutôt, il faut le dire, à la fin du parcours pour les médias. Parce que cette fois-ci, il y a une nouveauté, ou une novation, si vous voulez, c'est que les médias, notamment télévisuels et radiophoniques, ont fait une plus large part à la campagne électorale présidentielle. Par conséquent, je considère qu'au point de vue rentabilité, c'est très sympathique de faire la grand-messe dans les villes de France, encore qu'on ne peut en faire que dans un certain nombre de dizaines. Bon, eh bien, de parler à des millions de gens plutôt que de parler à 1000, 2000, 5000 personnes. Quand on dit Jean-Marie Le Pen ne fait pas campagne et au fond profite du discours des autres, comme ça dans l'ombre, pour arriver au dernier moment, c'est vrai? Écoutez, chacun a sa stratégie. Ouais. Non, moi je fais campagne, mais vous savez, je suis dans la politique française depuis très longtemps. Et comme, à l'inverse de mes concurrents, je ne change pas facilement d'idée, eh bien les gens savent à peu près à quoi s'en tenir en ce qui me concerne. Il y a peut-être un mot qui entrera dans le dictionnaire vous concernant, en 5 syllabes, l'eupénisation. Vous assumez le terme quand on dit l'eupénisation des esprits? Oui, ça n'est pas, le terme n'est pas de moi, je n'aurais pas cette outrecuidance, mais il a en effet été utilisé par les politologues, et il montre quelque chose, c'est d'ailleurs la théorie de l'écrivain communiste Gramsci, c'est que les victoires dans le domaine des idées précèdent les victoires électorales. C'est toute la grâce que je me souhaite. Voilà, alors nous allons avoir l'occasion avec différents journalistes qui vont nous rejoindre de vous poser des questions sur l'international. Vous vous adresserez également aux Français vivant hors de France, expatriés, binationaux, etc. Tout d'abord, donc, puisque vous êtes allés en banlieue, je vais vous proposer un reportage sur des jeunes qui se sont organisés pour aller voter, et pour certains d'entre eux, pour la première fois. On regarde. Depuis les tours de la Cité des Grignons, le regard porte loin. Paris est à moins de 10 km. 28 000 habitants, c'est la population de Thiais, de grands immeubles, des pavillons et ce petit centre-ville. L'église date du XIIe siècle, c'est tout ce qui reste de l'ancien village. Parmi les 17 000 inscrits sur les listes électorales, une nouvelle génération bien décidée à voter. Il y a des gens qui se sont battus pour qu'on ait ce droit de vote et donc c'est le minimum des choses, ne serait-ce que par respect d'aller voter. Je dois voter et puis voilà, c'est mon devoir de citoyen. C'est pour l'avenir de notre pays. Faut pas laisser des mauvais gens devenir président. Si je suis pas d'accord avec quelqu'un, bah, je voterai pas pour lui. Ouais, voilà. Mais c'est quoi qui est possible? Les logements, l'emploi, pour les jeunes surtout. Ici, on se déclare contre tel ou tel sans toujours connaître les programmes des candidats. Dans cet immeuble tout proche, un petit groupe essaye d'y remédier. On a eu déjà 4 candidats qui nous ont répondu.
Donc, en fait, Les jeunes créateurs du magazine web Ma Cité va changer se sont adressés aux 12 candidats. Objectif, obtenir une version plus lisible de leur programme. Ouais, donc la politique, c'est toujours assez un peu compliqué. Maintenant, on ne va pas non plus demander aux candidats de parler comme la cité. C'est pas ça le but du jeu. Le but du jeu, c'est de permettre aux jeunes d'avoir un outil pour avoir un premier accès à la politique. Ils n'ont pas les mêmes idées politiques, mais partagent une conviction. Pour exister, il faut voter. J'y vais parce que je me suis rendu compte que c'était important et que, surtout par rapport à 2002, c'est plus ça qui m'a fait réaliser que l'abstention, c'était un moyen de laisser passer des choses, quoi. Dans la cité des Grands Champs, la plus déshéritée de Thiers, le ton est plutôt à l'amertume, au rejet de la politique. Finalement, dès qu'ils sont présidents, ça y est, ils se posent sur leur chaise, ils font plus rien. Ils vont pas mettre en place leur projet, c'est du mensonge, quoi. Il faut pas croire ce qu'ils vont dire. Sur qui se porteront les suffrages des nouveaux votants? Bien peu, actuellement, semblent savoir quel nom ils vont glisser dans l'urne au premier tour. Et une question courriel, Jean-Marie Le Pen, avant de vous entendre réagir sur ces banlieues. Une question qui nous vient des États-Unis. Votre visite en banlieue marque-t-elle un revirement à l'égard des populations issues de l'immigration qui y vivent? Est-ce pour récupérer ou flatter les étrangers, qui sont aussi, après tout, des électeurs? Non, je considère la plupart des gens qui habitent en banlieue sont des citoyens français. Et sont issus aussi de l'immigration pour nombre d'entre eux. Oui, pas tous, mais un grand nombre, oui. Eh bien, cela étant, ils sont citoyens français. Il est tout à fait normal que le candidat que je suis s'adresse à eux et leur marque même un certain intérêt compte tenu du fait qu'ils font partie des défavorisés et qu'ils sont en quelque sorte bloqués dans une situation que aucun des gouvernements n'a réussi ou n'a voulu ou n'a souhaité ou réussi à débloquer. Alors, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez aux affaires? Oh, écoutez, c'est une affaire. Le problème des banlieues est très directement lié au phénomène de l'immigration, puisqu'il continue d'entrer dans le pays entre 400 000 et 450 000 immigrés nouveaux chaque année, ce qui fait que aucun problème ne peut être véritablement résolu, ni celui du logement, ni celui de l'école, ni celui de la sécurité, puisque les facteurs aggravants sont en cours. Il faut donc, c'est pour ça que je propose un arrêt de l'immigration, de façon à pouvoir calmement essayer de traiter les problèmes qui se traitent d'ailleurs à tous les niveaux, au niveau du logement, au niveau de l'emploi, au niveau de l'école. Et c'est une politique générale qui peut permettre à ces Français défavorisés, mais je rappelle qu'il y a 7 millions de Français pauvres, n'est-ce pas, qui vivent au-dessous de 700 € par mois. Bon, et par conséquent, c'est un problème général. Ils bénéficieront de la relance de l'économie, de la remise, en ordre de l'autorité, du fonctionnement des services publics, du fonctionnement de l'État, qui, il faut bien le dire, est actuellement relativement en déshérence. Alors, une réaction cette semaine qui n'est pas passée inaperçue à propos de Nicolas Sarkozy. Vous avez dit que c'était un candidat qui provenait de l'immigration. On sait que sa famille est d'origine hongroise. Oui, j'ai vu que l'UMP me faisait grief de ma déclaration, alors que M. Sarkozy s'est toujours targué de son origine étrangère et qu'il s'en est... Mais il n'est pas moins français que d'autres. Non, il n'est pas moins français que d'autres, mais il s'en est servi politiquement, n'est-ce pas, comme d'un argument principal, en particulier, pour aider l'immigration. Bon, alors, on m'a dit quelle différence vous voyez-vous avec M. Sarkozy? Ben, j'ai dit, moi, je suis un candidat du terroir, lui, il est un candidat de l'immigration. Je voudrais vous prier de noter que quand M. Hanin dit... Roger Hanin, acteur français, je le dis pour nos téléspectateurs. Roger Hanin, acteur français, communiste, dit « Je voterai pour Sarkozy parce que c'est un candidat issu de l'immigration ». Ben, je trouve assez logique, moi, de m'adresser à ceux qui ne sont pas issus de l'immigration, ainsi qu'à ceux qui sont issus de l'immigration. Mais enfin, chacun... je dois vous dire autre chose. Je pense que la fonction de président de la République n'est pas une fonction ordinaire. Elle a une qualité particulière, une structure particulière. Il est le chef de l'État, héritier en quelque sorte de la longue lignée des chefs de l'État en France. Et donc c'est mieux d'être français de souche, c'est ça que vous dites? C'est mieux d'être français de souche? Moi je considère que c'est en effet un atout. D'ailleurs, vous voyez, aux États-Unis, qui est un pays d'immigration, eh bien, Schwarzenegger ne peut pas être candidat à la présidence et Kissinger n'avait pas pu l'être non plus. Voilà. Alors, je vous propose, et c'est le principe également de cette émission, c'est de regarder à travers la presse internationale comment cette campagne est suivie, et c'est donc notre Planète Presse.
Et nous retrouvons, vous réagirez d'ailleurs sur les contenus de ces titres, Slimane Zeguidour, la presse étrangère au fond s'étonne qu'on parle peu d'international dans cette campagne. Oui, Philippe, la plupart de nos confrères internationaux manifestent un mélange d'étonnement et parfois de dépit face à une campagne électorale qui, selon eux, montre une image d'une France accaparée par ses problèmes domestiques. Par exemple, El País, le grand quotidien espagnol, titre sur une France exaspérée par ses polémiques autour de l'identité nationale et de l'immigration. Plus loin au Liban, par exemple, L'Orient le Jour nous dit que les différents candidats ciblent maintenant sur l'électorat féminin qui constituerait la majorité des indécis et donc faisant litière de la politique étrangère. Un mot sur il y a peu de choses sur l'international dans votre programme. Non, dites pas cela. J'ai fait 2 conférences de presse très importantes avec un public justement international et je dois répondre bien ces jours-ci, je crois, à une invitation qui m'est faite par la presse étrangère. Je considère que c'est évidemment un des éléments fondamentaux de la fonction présidentielle. Le président a constitutionnellement un certain nombre de prérogatives dont d'ailleurs les candidats ne parlent pas, qui font des campagnes législatives, quelquefois même cantonales, on peut dire. C'est la défense, dont très peu de gens ont parlé, c'est la diplomatie, ce sont les institutions. Eh bien moi je me mets à ce niveau-là. Et bien évidemment, j'ai une opinion sur la politique internationale. Permettez-moi à ce propos, puisque vos téléspectateurs sont à l'étranger, de vous rappeler que j'ai un site qui est www.lepen2007.fr où ils peuvent trouver l'ensemble des émissions que nous publions et notre programme. L'adresse est dite. Alors on poursuit la revue de presse avec Slimane, où on parle beaucoup notamment du candidat Nicolas Sarkozy. Oui, énormément, Philippe. Il faut dire que dans la presse internationale, quand on parle de la politique internationale de la France après cette élection, c'est surtout Nicolas Sarkozy qui apparaît. Et là, par exemple, il y a le journal palestinien El-Quds qui nous dit que Sarkozy va faire le maximum pour empêcher qu'il y ait des interférences extérieures sur l'islam de France. Et il rappelle que le candidat qui se dit partisan convaincu de la laïcité serait prêt à amender la loi de séparation de 1905 pour faciliter notamment le financement par les municipalités de certains lieux de culte. Alors, la presse russe à présent. Alors, maintenant, la Russie, les Russes n'arrivent pas à se faire au départ de Jacques Chirac qui, disent-ils, avait une politique pro-russe en dépit de son opinion publique. Votre meilleur ennemi, hein. Oui, c'est vrai. Mais je m'y fais. Et donc, ils nous disent que... alors, ils insistent sur le fait que, par exemple, les socialistes ont toujours été critiques vis-à-vis de la Russie de Poutine, notamment pour ce qui concerne la Tchétchénie et les droits de l'homme, et que Sarkozy, selon eux, étant un atlantiste convaincu, donc, quel que soit le vainqueur de la prochaine élection, eh bien, il sera forcément quelqu'un de très distant par rapport aux Russes. Sauf si c'est Jean-Marie Le Pen. Parce que Jean-Marie Le Pen, au contraire, a manifesté à plusieurs reprises sa sympathie pour la Russie, et au point de souhaiter que l'Europe des nations, qui devrait se substituer à l'Union européenne, comporte les pays slaves et aille de Brest à Vladivostok. Je considère que c'était une des données fondamentales de la survie de ce que j'appelle le continent boréal. Par conséquent, les Russes ne tiennent pas compte des autres candidats. Ils sont eux aussi aveuglés par le bipartisme imposé par les médias français. Eh bien, vous l'avez dit sur TV5 Monde, voilà, vous avez pu rectifier cela. Et un mot à propos du débat. Vous étiez d'accord pour faire des débats avec d'autres candidats, je crois. Hein. Tout à fait. Et la presse s'en étonne. Voilà, justement, l'International Herald Tribune raconte que France 2 a envoyé une lettre aux 12 candidats, les invitant à un débat contradictoire avec un de leurs adversaires. 10 auraient répondu, donc, dont vous, Jean-Marie Le Pen, et seuls 2 n'ont pas toujours répondu, c'est Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. Oui. Mais ils ne souhaitent pas le débat. D'ailleurs, comme Chirac s'y était soustrait, alors que c'était l'habitude chez nous au 2e tour, qu'il y ait 2 débats entre les 2 personnes arrivées en tête, n'est-ce pas, et sélectionnées. Et Jacques Chirac a refusé de me faire l'honneur, disait-il, d'un débat avec lui. Je m'y résignais parce que je n'ai pas une grande admiration pour lui, mais je considérais que c'était la règle du jeu et que je ne pouvais pas m'y soustraire. Voilà, alors on va poursuivre le regard international sur cette campagne qui se déroule encore pour 12 jours avant le premier tour en France avec notre rubrique Vue d'ailleurs. Et vous allez voir aujourd'hui que c'est une équipe de la télévision grecque qui a suivi l'une de vos conférences de presse et on va le voir avec d'autres journalistes qui vont nous rejoindre. Vous êtes très suivis par ces équipes de télévision actuellement. Donc la télévision grecque à votre conférence de presse.
Je m'appelle Maria Denaxa de Vallée, je suis journaliste correspondante pour Mega Channel. C'est la première chaîne d'audience grecque, l'équivalent de TF1. C'était une grande surprise, hein, l'arrivée de Le Pen au deuxième tour de 2002. Personne n'attendait pas ça, comme les Français d'ailleurs. Hein. Son arrivée au deuxième tour, elle a donné froid au dos, comme on dit. Voilà. Je crois que l'heure n'est pas arrivée en Grèce pour avoir un Jean-Marie Le Pen en Grèce. Notre démocratie est récente, hein. Ça date depuis 1973. Et je crois que l'extrémisme n'est pas le bienvenu en Grèce, pas pour l'instant. Monsieur Le Pen, ça ne marche pas mon micro. Là, monsieur Sarkozy, qui est le fils de dommage intellectuel. Monsieur Le Pen. Alors, en ce qui concerne l'Irak, vous savez que Monsieur Le Pen, pour la télévision grecque. Je m'appelle Maria Denaxa. Je vais vous demander, si vous étiez élu président, ne craignez-vous pas une levée des boucliers des partenaires européens, comme l'avait vécu M. Heinder en Autriche? Oui, écoutez, la France n'est pas l'Autriche, d'abord, premier point. Et ensuite, la France est un des fondateurs de l'Europe. Cette fois, là, on voit qu'il faut beaucoup qu'il va passer au deuxième pour se mettre à la disposition de la... Aujourd'hui, nous sommes assez convaincus de son arrivée au second tour et par conséquent, nous nous mettons dans la situation de préparer ce deuxième tour et éventuellement même de préparer le futur gouvernement. Voilà, on voit ce reportage de la télé grecque, on entend votre fille vice-présidente du Front National, directrice stratégique de votre campagne, dire qu'on vous préparez vraiment la formation d'un gouvernement Le Pen ? Oui, nous y pensons, mais en l'occurrence, il y aura des élections législatives qui, elles, vont être déterminantes pour l'équilibre politique du pays et dont le président de la République doit tenir compte. Qui serait votre Premier ministre ? Oh, je pense que ce serait M. Gollnisch, ancien doyen de faculté de lettres, qui est un député européen, qui a été député national, qui a une longue expérience. Maintenant, je crois que c'est quelqu'un de tout à fait valable. Alors, quelques questions avant que je ne vous présente ma consoeur et mon confrère de la presse internationale qui vont compléter cette interview. Des questions courriel, par exemple. Que pensez-vous des pays récemment entrés dans l'Union européenne, les 10 pays qui sont entrés donc il y a 2 ans maintenant, et êtes-vous favorable à un nouveau vote référendaire sur le projet de constitution européenne? Ou c'est toujours non, pas question? Oui, je pense que la constitution européenne a été rejetée. Et qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. Jean-Marie Le Pen, pour toujours? Oui, je crois d'ailleurs que les deux pays fondateurs qui l'ont rejeté par leur vote populaire, la Hollande et la France, ont signifié qu'ils ne souhaitaient pas que l'on continue dans la voie de l'État supranational, ni même de l'Union fédérale. Et donc, il convient de réétudier une autre forme de coopération qui pourrait d'ailleurs, étant plus libre, attirer justement des gens comme les Slaves, la Russie, la Biélorussie, l'Ukraine, la Moldavie, pour faire un ensemble qui soit cohérent, à l'exclusion bien sûr de la Turquie, pour laquelle on peut avoir de l'estime ou de la considération, mais qui n'étant pas européenne par aucun de ses caractères, n'a pas lieu d'entrer dans notre ensemble, en quelque sorte. Ouais. Alors je vous pose une autre question qui vient de Suisse, à propos de la politique africaine. Interrogation, quelle serait votre politique africaine? Rendrez-vous à l'Afrique toute son indépendance pour que la France cesse de piller ses richesses, nous dit cette question qui vient de Suisse. Est-ce qu'il y aurait une rupture par rapport aux France-Afrique de Jacques Chirac, par exemple? Oui, je crois que malgré je ne sais pas si on a fait des efforts pour conserver notre influence dans ces pays, mais je constate que la pression des Américains et des Chinois en Afrique suffit à expliquer que nous perdions là-bas notre influence. Mais je crois aussi que ça tient à l'extrême faiblesse financière de la France, avec 2500 milliards d'euros de dettes. On ne peut pas faire une grande politique internationale. Bien évidemment, on ne peut pas non plus la faire quand on a remis sa diplomatie et sa défense à travers l'Europe à l'OTAN et que nous n'avons plus réellement, actuellement, d'éléments de puissance et par conséquent, nous ne sommes pas considérés comme tels. Alors, une question avant d'entendre nos confrères et consoeurs, une question qui nous vient par le biais d'une caméra. Je vous propose de l'écouter. Nelly Muller, j'habite Athènes. Je voudrais poser la question suivante. Est-ce que, messieurs ou madame la candidate, est-ce que vous pensez créer
un poste de secrétaire d'État chargé des Français de l'étranger. Comme cela existe dans certains pays, par exemple en Italie, il y a un secrétariat d'État pour les Italiens vivant en Italie. Vous y êtes favorable dans ce gouvernement dont vous nous parliez il y a un instant? C'est exact. Je crois d'ailleurs qu'il est occupé par M. Tremaglia, qui était le président d'ailleurs de l'association des Italiens de l'étranger. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup plus d'expatriés italiens qu'il n'y a d'expatriés français. Oui, si on veut multiplier le nombre des secrétariats d'État, si on fait un secrétariat d'État à l'environnement ou un ministère de l'environnement, un ministère, pourquoi pas. Mais je crois qu'il y a en France les éléments suffisants pour traiter le problème des Français de l'étranger. Moi, je souhaiterais dire à cette occasion que je considère qu'il y a trop de Français à l'étranger et que non pas qu'ils ne remplissent pas un rôle capital de représentation de leur pays, et je crois de façon favorable, mais je souhaiterais que beaucoup d'entre eux qui ont dû fuir leur pays pour des raisons qui tiennent à l'emploi, à la pression fiscale, à beaucoup de choses comme ça, puissent rentrer, et je crois que la politique que je me propose d'appliquer est de nature à leur permettre de retrouver, s'ils le souhaitent, la mère patrie. Alors, question d'Anna Navarro Pedro, donc de la presse de Visao, de la presse portugaise. Déjà, Jean-Marie Le Pen est connu au Portugal? Extrêmement bien connu, oui, bien sûr. Considéré comme la... Est-ce qu'il y a un équivalent de Jean-Marie Le Pen au Portugal? Non. Dans l'offre politique? Il y a une droite chrétienne qui prônerait des positions proches de celles du Front National sur certains thèmes, mais pas sur d'autres, notamment sur l'immigration, alors que le Portugal est devenu un pays d'immigration de par nos jours. Mais justement, M. Le Pen, vous disiez tout à l'heure qu'il y a trop de Français à l'étranger. Le magazine américain Time dit dans son dernière édition qu'il y a 2,5 millions, je crois que c'est le chiffre qu'ils avancent, de Français qui partent à l'étranger. Que leur offrez-vous pour rentrer au pays? Et d'abord, pourquoi pensez-vous qu'ils partent? Ce ne sont pas des gens qui sont à la recherche d'un boulot mal payé. Je crois qu'ils partent parce que les gens dynamiques, travailleurs et ambitieux ne trouvent plus en France de cadre pour développer leur qualité. Et que, en particulier, la charge énorme des dépenses publiques et la pression fiscale enlèvent en quelque sorte à l'activité une grande partie de son attrait légitime qui est de travailler pour soi et pour les siens. Et la réforme fiscale que je propose, justement, de ramener au maximum, notamment les taux d'imposition sur le revenu et sur les sociétés et sur les successions à 20%, est de nature, me semble-t-il, à permettre un redéploiement de l'activité économique qui va se traduire... Attendez, sauf que si vous faites tout ça, réduction massive des impôts, la dette, elle va... On ne voit pas comment elle va se... Mais non, c'est une conception comptable. La politique économique, c'est un élément vivant. Et par conséquent, ce n'est pas une caisse dans laquelle on puise, dans laquelle on puisait d'ailleurs de façon insolente nos gouvernants pendant 30 ans. L'argent, ça se fabrique par l'activité humaine. Et moi, je pense que si les entreprises et les travailleurs sont encouragés à travailler plus, eh bien, il est évident qu'il y aura un volume fiscal plus important, tout en étant plus faible sur le plan des ponctions. Mais justement, alors quelle France proposez-vous? Puisqu'il me semble que si vous êtes élu, vous proposez de faire tout de suite une tournée des capitales européennes et proposer une renégociation des accords aux autres pays. Et s'ils ne vous répondent pas dans un délai très court, je pense que c'est spécifié dans votre programme, eh bien, vous avancerez avec un référendum en France. Une France isolée du reste de l'Europe peut-elle offrir des débouchés aux Français? Voilà. Alors nous avons abandonné notre souveraineté à l'Europe, qui a été tout à fait incapable de défendre nos frontières. Nous n'avons plus de frontières et nous n'avons plus de contrôle de nos frontières. Par conséquent, il est essentiel que nous retrouvions cette part de souveraineté que l'Europe, d'ailleurs, est incapable d'assumer. Et c'est pour ça que je pense pouvoir discuter avec les autres pays européens qui manifestent les mêmes réticences à l'égard du glissement vers l'État supranational et vers ses échecs. Par conséquent, il faut remettre tout à plat et repartir sur la base d'une Europe des nations, sur une forte coopération. C'est une Europe économique, blairiste, une Europe uniquement des échanges commerciaux? Non, mais je ne prends pas mon exemple chez Blair. Je pense que nous sommes des vieilles nations.
l'ambition de faire des États-Unis d'Europe comme Monnet l'avait rêvé, à l'instar des États-Unis d'Amérique, c'est une utopie. Vous prenez la sortie de l'euro ? Écoutez, je crois que l'euro tombera de lui-même. Il avait été fabriqué pour aider et dans le cadre justement d'un État supranational. Si l'État supranational ne se fait pas, l'euro disparaîtra de lui-même. Elie Mesmoudi maintenant, donc correspondant à Paris de L'Orient le Jour, le grand quotidien francophone libanais. Monsieur Le Pen, le Hezbollah est-il pour vous un mouvement de résistance ou une organisation terroriste? Une question subsidiaire juste après. Pensez-vous qu'à la suite de la capture de 2 soldats israéliens à la frontière libano-israélienne, la réaction d'Israël a été disproportionnée puisqu'on a vu toutes ces destructions des infrastructures? Alors, l'Hezbollah. Oui, je réponds. J'allais répondre à la deuxième question, si vous voulez, avant la première. La deuxième question, il est incontestable que la réaction a été tout à fait disproportionnée et que l'enlèvement des 2 soldats apparaît comme un prétexte pour un véritable châtiment du Liban, accusé en quelque sorte d'être hors d'état ou de ne pas vouloir contrôler le Hezbollah. Bon, il se trouve que ces mouvements, comme d'ailleurs en Palestine, comme le Hamas, sont des mouvements élus démocratiquement. Par conséquent, la démocratie mondiale ne peut pas leur discuter leur caractère de légitimité. Alors il se trouve qu'il y a là-bas une véritable guerre, que les événements sont là-bas en relation avec les problèmes posés par Israël et la Palestine, et que tant que ce problème n'aura pas été résolu, il continuera bien sûr par infester l'ensemble de la région. Vous êtes d'accord avec la politique de la France, pardon de vous interrompre, c'est-à-dire Israël a droit à sa sécurité et création d'un État palestinien? Vous êtes d'accord avec ces deux éléments? Tout à fait, je le suis depuis très longtemps. Je pense que les 2 États ont droit à leur sécurité, ont droit à des frontières reconnues, à condition bien sûr que cesse, à mon avis c'est une des conditions, la politique de colonisation qui va évidemment à l'inverse du respect des frontières qui avaient été établies et reconnues comme devant servir de base à l'avenir. Philippe me donne l'occasion de passer à la deuxième question. Le règlement en vue que tout le monde préconise, un État palestinien et la sécurité d'Israël, bien sûr, dans le cadre de son État, que pensez-vous du droit de retour? Ce droit de retour qui a toujours été refusé par Israël. Je parle du retour des millions de réfugiés qui ont quitté la Palestine en 1948. Je crois que sur le principe, il est évident qu'il y a un droit au retour des populations qui ont été contraintes de s'expatrier. D'un autre côté, si on veut arriver à un accord de paix, celui-ci comportera un certain nombre de concessions. Et par conséquent, ce sujet pourrait être un élément, pas dans son ensemble, mais dans le volume des gens autorisés à revenir en Palestine. S'il y avait un accord, un consensus, je crois que ce pourrait porter aussi sur cela. Jean-Marie Le Pen, aujourd'hui, l'Iran vient de faire savoir par la voix de son président qu'elle est en capacité de produire de façon industrielle de l'uranium enrichi. Si vous parliez au nom de la France, vous êtes pour les sanctions? Écoutez, je ne vois pas au nom de quel droit international on peut imposer à l'Iran des règles qui n'ont pas été imposées aux autres pays. Or, je voudrais aussi rappeler que dans la technique de l'enrichissement de l'uranium-235, il y a l'enrichissement à vocation civile, c'est 3%, et l'enrichissement à vocation militaire, c'est 95%. Alors, parler d'enrichissement, ça ne veut rien dire. Vous êtes contre les sanctions à l'ONU, monsieur Le Pen. Vous êtes contre les sanctions à l'ONU, l'aggravation des sanctions contre l'Iran. Oui, je crois que si on s'engage dans la voie du conflit dans cette région du monde, nous allons vers des perspectives catastrophiques. En dehors même de perspectives militaires proprement dites, il faut savoir que le contrôle du détroit d'Ormuz met l'économie mondiale à la merci d'une réaction iranienne. Et parce que le pétrole passerait à 200-300 $ le baril et que l'économie mondiale n'est pas en mesure d'assumer ce risque. Anna vous pose la question donc. Vous prenez donc un veto de la France au Conseil de sécurité de l'ONU à d'éventuelles sanctions Écoutez, je n'ai pas le dossier, sincèrement. Enfin, vous êtes contre des sanctions, c'est bien ce que l'on retient. Je ne crois pas à l'efficacité des sanctions. Je crois qu'il faut, dans cette affaire, négocier. Peut-être que la France a une position plus favorable que d'autres pays pour précisément entamer la négociation. Et je crois qu'elle doit jouer ce rôle-là. C'est mon avis. Elie.
Monsieur Le Pen, j'ai envie de vous poser une question purement électorale. À partir du moment où on sait que vous n'aurez pas vous aurez peut-être quelques-unes, mais vous n'aurez pas des voix des organisations juives de France, pour des raisons qu'on ne va pas énumérer ici, pourquoi n'êtes-vous pas plus explicite et plus affirmatif pour le soutien des causes arabes et notamment la question palestinienne? Ce n'est pas pour avoir les voix des Arabes, mais... On écoute la réponse de Jean-Marie Le Pen. Je crois que j'ai été toujours extrêmement clair dans ce domaine. Et je ne me suis jamais rangé dans le camp des contempteurs des pays arabes. J'ai toujours considéré que la France était un pays qui avait toujours eu des relations ancestrales avec ce monde et en particulier avec celui du Proche-Orient, et par conséquent nous n'avions pas à nous aligner sur qui que ce soit dans ce domaine, et j'ai au contraire une position qui m'est reprochée par certains milieux qui considèrent qu'il n'y a que l'obéissance inconditionnelle et le soutien inconditionnel qui soit acceptable. Non, moi j'ai une position qui tient compte de l'intérêt de la France et de l'intérêt de la paix du monde. Alors, ce que je vous propose de regarder maintenant, puisqu'on parle beaucoup de la place des jeunes dans la société française, c'est de voir les difficultés que l'on peut rencontrer, et vous en parlez dans certains de vos programmes, lorsqu'on a dépassé la cinquantaine, comment on se retrouve en grande difficulté, parfois pour être inséré professionnellement. Je vous propose de regarder. Chaque jour, des heures de travail à la recherche d'un travail. Mais depuis 2002, Jack Gaitelli tourne en rond. La NPE, rien. J'avais une conseillère à NPE super sympa. Bon, mais cette dame, elle m'a jamais appelé. C'est toujours moi qui l'a sollicité. Suivi, que dalle. Il n'y a rien. Le malheur de Jack, son âge, 58 ans. Bac plus 4, patron d'une entreprise de communication en Bolivie pendant 17 ans, une vingtaine d'employés, 6 000 € par mois, la vie de pacha. Puis retour difficile en France, le royaume des sigles. HLM, ANPE, ACEDIC. Pour Jack, les politiciens français parlent de tout sauf des quinquas au chômage. Les candidats à l'élection présidentielle s'en foutent des quinquas. Ils parlent de l'emploi en général. Mais s'ils n'ont pas compris que ce sont les quinquas qui sont le moteur par l'expérience, par leur vision périphérique, par la pratique des langues, par la pratique de l'international, ils auraient dû s'emparer de ce thème des quinquas et nous faire des propositions. Il n'y a pas de proposition. À Paris, Jack ne se laisse pas aller. À 58 ans, il est dispensé de recherche d'emploi. Statistiquement, lui non plus n'est pas chômeur, mais dans la vraie vie, toujours sans travail. Oui, on entend beaucoup parler de la place des jeunes dans la société, dans l'emploi. Les quinquas en panne comme ça, qu'est-ce que... Oui, d'abord, il faut noter une chose, c'est que les hommes politiques français et d'autres n'ont pas perçu deux phénomènes essentiels. Le premier, c'est le passage en 100 ans de 1 milliard à 7 milliards d'habitants dans le monde. Le deuxième, c'est dans notre pays, l'allongement de la durée de la vie de 15 ans dans les 50 dernières années. Ce qui a provoqué, bien évidemment, et ce qui va provoquer des déséquilibres sociaux considérables s'il n'y est mis remède. Moi, je suis un senior. Et j'ai été même, je crois, un des inventeurs de la notion... Vous êtes maintenant le vétéran dans la classe politique française. De la notion de seniorat, oui. Vous le revendiquez ? Moi, je continue à payer, à cotiser dans les organismes sociaux sans toucher la retraite. Par conséquent, et je montre qu'à mon âge, 78 ans, je suis tout à fait capable d'assumer mes responsabilités, comme le seraient beaucoup de gens de mon âge, et en particulier tous ceux qui ont plus de 45 ans. Jean-Marie Le Pen. Je fais une proposition dans mon programme. Il y a une proposition, c'est que un tiers des places de la fonction publique soient réservées par concours aux gens de plus de 45 ans venant de la société civile. Et en particulier, dans des domaines comme la justice, je crois qu'il y aurait un grand avantage à permettre une symbiose plus grande entre l'administration et la vie civile. Alors, deux questions courtes, et puis vous y répondez. Là aussi, en quelques mots, Anna, tout d'abord. Oui, Monsieur Le Pen, vous avez dit que Monsieur Nicolas Sarkozy, le candidat du parti UMP, parti de droite, est quelqu'un avec qui on peut parler. On imagine bien qu'il ne s'agit pas d'échanger des mondanités, mais pour parler de quoi? Est-ce qu'il y a une possibilité de vous voir conduire le Front National à des accords de désistement avec l'UMP de M. Sarkozy? Écoutez, tout ceci est vraiment totalement dans le domaine de l'imaginaire. Parce que j'ai rencontré, je crois, 2 fois
M. Sarkozy à son invitation au ministère de l'Intérieur pour parler des problèmes électoraux. Et il a été parfaitement courtois, mais nos conversations n'ont jamais dépassé la question qui avait été posée. Aujourd'hui, vous renvoyez dos à dos, par exemple, Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal, si vous n'êtes pas ce deuxième tour? Non, vous pourriez appeler à voter pour l'un? Non, je ne fais pas ce calcul-là, et je ne me déterminerai en toute hypothèse, puisque moi je crois que je serai au deuxième tour. Mais par conséquent, je ne me déterminerai qu'à partir du moment où les candidats de deuxième tour auront annoncé quel est leur nouveau programme. Car le programme de deuxième tour est sensiblement différent de celui du premier, puisqu'il vise à recueillir une majorité. Mais visez-vous à avoir des députés cette fois-ci à l'Assemblée nationale élus lors des législatives de juin? Mais madame, malheureusement non, puisque le système mis en place par l'UMP, et d'ailleurs avec la complicité des autres partis politiques, consiste à nous empêcher d'avoir des députés. Et c'est la raison pour laquelle l'Assemblée nationale française, n'ayant plus de légitimité, puisqu'aussi bien ils ne représentent pas 50% des électeurs, eh bien il leur est parfaitement impossible de proposer des réformes, et surtout de les faire adopter. Voilà, nous arrivons donc au terme de cette émission. Merci à vous d'y avoir participé. Vous faisiez une allusion à votre âge, Jean-Marie Le Pen. 50 ans de vie politique, 51. 50 ans dans l'opposition, c'est un échec? Non, pourquoi? Je sais pas. L'opposition joue un rôle capital dans la démocratie. Mais toujours dans l'opposition. Vous êtes le seul parti à n'avoir jamais participé à un gouvernement. Oui, c'est vrai. Eh bien, honneur m'en fait, parce que, comme ce sont les gouvernements de la décadence, je ne tiens pas à en assumer la responsabilité. Et c'est peut-être pas votre dernière campagne? Peut-être pas, je ne sais pas. C'est le bon Dieu qui le dit, ça. Bien, Jean-Marie Le Pen, merci en tout cas d'avoir été le deuxième invité de cette émission. On se retrouvera la semaine prochaine pour un autre France 2007. Voyez tous nos sites, envoyez-nous des questions. Je ne peux pas malheureusement passer toutes les questions, ni tous les nombreux messages par vidéo que vous nous envoyez. Mais n'hésitez pas donc à nous appeler. Je vous ferai connaître très rapidement d'ailleurs les 2 candidats que nous recevrons la semaine prochaine. Merci de votre fidélité et restez sur l'antenne de TV5 Monde.